Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres de votre édition. La capitale est sous la pluie. Les prévisions météo se confirment. Les détails dans un instant. Et des camions chargés d'aide humanitaire ont commencé à entrer à Gaza ce samedi par le poste frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Nous sommes le samedi 21 octobre 2023. Merci de nous accueillir chez vous. Une pluie fine persistante a fait son entrée à la capitale dès l'aube. Ces précipitations avaient été prédites avec justesse par les météorologues nationaux et régionaux pour la période allant d'octobre à décembre, débutant précisément le 19 octobre. Tôt ce matin, le ciel s'est conformé à leurs prédictions, laissant derrière elles des flaques d'eau et là dans la ville. Eh bien, depuis les premières heures de la journée, ces averses ont touché la capitale ainsi que quelques zones isolées des régions. Dans la capitale, les flaques d'eau se sont formées dans divers quartiers, notamment dans les quartiers populaires. Les organismes chargés de la gestion urbaine sont actuellement mobilisés pour éliminer ces accumulations d'eau provenant de la pluie matinale. Et bien que le ciel donne l'impression de se dégager graduellement, il ne serait guère donc surprenant si ces précipitations décidaient de prolonger leur séjour dans les jours à venir. Dans une tournure des événements tout à fait différente, une dépression s'est métamorphosée en une violente tempête cyclonique baptisée qui sévit impitoyablement dans le sud-ouest de la mer de Oman. Les vents tourbillonnants soufflent à une vitesse entre 105 et 115 km par heure, avec des rafales atteignant jusqu'à 125 km par heure. Les conditions environnementales et océaniques semblent encourager ce monstre météorologique dans son expansion. L'Agence nationale de la météorologie de Djibouti promet de nous gratifier de mises à jour à venir. Il est impératif de rester aux aguets pour être donc préparé en cas de conditions météorologiques potentiellement dangereuses. Et dans l'actualité également, une importante réunion a eu lieu jeudi réunissant le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussadawale, et le PDG de la China Civil Engineering Construction Corporation, Shen Xichang. Eh bien, cette rencontre a été l'occasion entre les deux parties centrée. Eh bien, les discussions étaient centrées donc sur le renforcement de la collaboration dans le domaine des infrastructures à Djibouti. Dans une atmosphère de cordialité et d'amitié, Chen Xichang, portant la parole de la CCICC, a exprimé sa satisfaction quant à la visite du ministre et de sa délégation. Il a profité de cette opportunité pour dresser un portrait de la société et mettre en avant ses réalisations sur le sol djiboutien. Il a également souligné l'importance du 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route et l'engagement actif de la compagnie à maximiser les avantages de l'ensemble de la chaîne industrielle tout en respectant le principe de partage des affaires, construction commune et partenariat. Le but ultime de cette démarche est de renforcer la coopération en pratique entre les deux parties et de contribuer activement à l'édification des infrastructures à Djibouti pour ainsi participer au développement économique et social du pays tout en fortifiant l'amitié traditionnelle entre la Chine et Djibouti. Et en réponse à ces propos, le ministre de l'économie et des finances a exprimé sa gratitude envers la CCICC pour son accueil bienveillant. Il a rappelé que ces dernières années, la compagnie avait mené à bien des projets d'infrastructure majeurs et de grande qualité dans le chemin de fer et le port de Doralé qui ont eu un impact positif sur l'amélioration de la connectivité entre les pays et les régions. Le gouvernement djiboutien a été prompt donc à saluer ces réalisations majeures. Le ministre a émis le souhait que la compagnie continue de capitaliser sur ses compétences uniques et de renforcer la coopération économique et technique avec Djibouti. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ali Soubane Ateh, a récemment participé à une assemblée générale du RINAD, le réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme, à Accra, au Ghana, le 17 octobre dernier. L'Assemblée générale a abordé des questions importantes telles que la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2025, les objectifs du développement durable et la migration.
De plus, des élections ont eu lieu aboutissant à la nomination du nouveau président du réseau Joseph Whitehall du Ghana en remplacement de Han Hilarius, donc de Zimbabwe. L'Assemblée a également discuté des implications des institutions nationales des droits de l'homme dans l'économie bleue et a suggéré la création d'un groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme. Enfin, une motion de soutien au peuple palestinien a été intégrée à la déclaration finale. La délégation a également participé à la 14e conférence biennale du RINAD où des discussions passionnantes sur les entreprises, les droits de l'homme et d'autres sujets pertinents ont eu lieu. À Djibouti Palace, au Djibouti Palace Kempinski, un scénario de simulation d'incendie a récemment été mis en scène, prenant pour point de départ le premier étage, plus précisément la salle de formation de l'hôtel. Dans une mise en scène authentique, le personnel de l'hôtel Kempinski n'avait pas été prévenu de cette simulation. Sans délai, les employés formés par les sapeurs-pompiers se sont précipités vers la zone sinistrée pour une première reconnaissance et ont ensuite procédé à l'évacuation du personnel en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers de Djibouti. Alors arrivés sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont pris le relais en évacuant les victimes piégées à l'étage, utilisant une échelle pivotante automatique et en maîtrisant l'incendie. La planification d'une telle simulation est essentielle pour renforcer les capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers et évaluer leur coordination dans des situations d'urgence réelles. Cette opération a nécessité le déploiement de ressources matérielles significatives, dont un fourgon pompe, un camion-citerne pompe, donc un camion-citerne incendie de grande capacité, une échelle pivotante automatique et 2 ambulances. Écoutons un extrait de l'intervention de l'adjoint directeur, commandant des opérations de secours à la protection civile, le colonel Abdelkader Abaïzid Moussa, pour plus de précision. J'ai été alerté pour un feu des bureaux de formation à l'intérieur de l'hôtel Kambiski. Le premier COS qui est arrivé sur le lieu, après avoir fait la reconnaissance, il a pris contact, les responsables des chefs de sécurité d'ici, il a pris les passations, il a évacué, il y avait 2 victimes qui étaient coincées, ils ont évacué les 2 victimes, ils ont mis hors de danger, c'était urgence absolue. Et il a demandé le renfort d'échelle et aussi il a demandé la présence des chefs de groupe. Les responsables, son chef, il est arrivé, ils ont fait la reconnaissance. Et surtout, l'équipe de sécurité des Kambiski, ils ont fait sortir tous les gens à l'intérieur de l'hôtel. Ils ont mis les gens au point de rassemblement. Surtout aussi, je veux remercier l'ensemble des personnels de l'hôtel à Kambiski et l'ensemble de la protection civile qui ont fait un travail formidable. C'était le 18 de ce mois-ci, une rencontre empreinte de chaleur africaine s'est déroulée dans la ville de l'Unité, alors que M. Cenk Uraz, l'ambassadeur de Turquie, amorçait sa visite de travail. À son arrivée, l'ambassadeur fut accueilli avec une hospitalité dans son bureau par le préfet de Dikil, Hassan Abdelable, qui a partagé des salutations sincères avec le diplomate turc. Cette rencontre marqua le commencement officiel de cette visite. Par la suite, l'ambassadeur a eu l'honneur d'être reçu au conseil régional par le président du conseil régional d'Ikil, Mahad Hussein Ahmed. Eh bien, cette visite revêt une grande importance, à la fois en tant que démarche diplomatique de travail, mais également en tant qu'une opportunité capitale pour établir des relations cordiales entre l'ambassadeur et les dignitaires locaux de Dikil. De plus, l'ambassadeur accompagné du préfet de Dikil et du président du conseil régional a eu l'occasion de découvrir le jardin agricole de M. Jamar Guedi. Cette visite a permis de pleinement appréhender le potentiel agricole remarquable de la région ainsi que les innombrables possibilités de coopération dans ce secteur vital. Eh bien, l'ambassadeur a exprimé sa gratitude pour l'accueil des plus chaleureux qui lui a été réservé et a souligné la nécessité cruciale de renforcer les liens fraternels entre l'ambassade de Turquie et la région de Dikil. Une journée mémorable dans les annales de la diplomatie et de l'amitié.
L'école de Belbelacet a brillamment inauguré la Semaine internationale de la jeune fille, placée sous le thème Notre leadership, notre bien-être. Cet événement célèbre la jeunesse féminine à travers le monde, mettant en lumière ses droits et son potentiel, tout en soulignant l'importance vitale de l'éducation des filles. Les élèves de l'école donc de Belbelacet ont ébloui l'auditoire en présentant des sketchs et des poèmes dédiés à l'éducation des jeunes filles. Leurs performances ont suscité l'inspiration et l'émotion, rappelant à tous l'impératif d'assurer un accès équitable à l'éducation pour toutes les jeunes filles. Cet événement a été rendu possible grâce à l'engagement du précieux partenaires tels que l'AFD, l'Agence française de développement, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le ministère de l'Éducation nationale. Leur mobilisation témoigne d'un engagement ferme envers l'autonomisation des jeunes filles et de leur reconnaissance en tant que piliers de la société. Les jeunes filles méritent d'être encouragées à poursuivre leurs rêves, à développer leurs compétences et à renforcer leur confiance en elles, car elles incarnent l'avenir et le moteur d'une société plus équilibrée et prospère. La Semaine internationale de la jeune fille se poursuivra dans différents établissements jusqu'à sa clôture, prévue le 24 octobre dans la région de Tatoura. Nous encourageons chaleureusement tous les participants à s'investir activement dans cette semaine consacrée à l'autonomisation des jeunes filles et à la promotion de leur bien-être. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir plus égalitaire, inclusif et prospère pour toutes les jeunes filles du monde. Offrir des opportunités égales à toutes les filles. Nous devons également les encourager à poursuivre leurs rêves, à développer leurs compétences et à avoir confiance en elles. Nous contribuons à forger une société plus équilibrée et plus prospère quand on implique les filles, parce que les filles représentent la moitié des habitants de cette terre. Il n'y a pas de rêve trop grand ou de limites trop hautes pour vous. Votre voix compte, je parle aux filles, et vous avez le pouvoir de changer ce monde. N'ayez pas peur de prendre des risques, de dépasser les attentes et de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Aujourd'hui, nous nous engageons, le ministère de l'Éducation nationale, nos partenaires financiers et techniques, à scolariser toutes les filles de notre pays. Nous promettons de travailler ensemble pour créer un environnement inclusif où chacune d'entre vous se sentira valorisée, respectée et soutenue dans ses aspirations. Le mot de la directrice de l'enseignement, Mme Loula El Abbé, suivant à présent l'intervention de la directrice de l'école de Belbelacet, Mme Fatouma Mohamed. L'école de Belbelacet est fière d'accueillir cette cérémonie-là. J'ajoute à cela que la scolarisation des filles est une place importante dans les objectifs de notre ministère de l'Éducation. Et cet objectif-là est atteint parce que la parité est atteinte. Dans les écoles, les effectifs sont à part égaux, même si on ne voit pas parfois un effectif fille beaucoup plus important que les effectifs des garçons dans les établissements. Alors on peut dire que cet objectif-là est atteint. Bravo au ministère de l'Éducation nationale djiboutien. Bravo à tous les parents qui se sont ligués ou qui se sont donné pour mission de scolariser leurs filles et nous les encourageons à continuer sur cette voie. Je vous remercie. Également, le Centre de formation pour l'éducation et l'emploi des jeunes a récemment orchestré une formation intensive de 2 jours visant à familiariser les conseillers pédagogiques avec la plateforme Insert Jeunes. Cette initiative s'avère cruciale pour l'extension de l'influence de la plateforme Insert Jeunes Djibouti, ouvrant des horizons prometteurs pour l'emploi des jeunes diplômés sur le sol national. Insert Jeunes a été conçu sur mesure pour fournir un appui essentiel aux jeunes diplômés dans leur transition vers le monde du travail. Elle met à leur disposition un éventail de ressources et d'informations pertinentes, facilitant ainsi leur insertion professionnelle en les guidant vers des opportunités en harmonie avec leurs compétences et aspirations. Parmi les nombreux atouts de cette plateforme, les jeunes diplômés auront accès à une palette variée de services et de fonctionnalités, simplifiant leur recherche d'emploi. Insert Jeunes encourage également la collaboration entre les acteurs de l'éducation et les employeurs, favorisant une meilleure correspondance entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Son objectif ultime est d'accompagner les jeunes dans leur parcours professionnel en identifiant des carrières en adéquation avec leurs ambitions, compétences et intérêts.
Lors de cette formation, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a souligné le rôle crucial de la plateforme Insert Jeunes dans l'acomblement des lacunes en matière d'orientation scolaire et professionnelle. Cette plateforme offre une multitude d'informations pertinentes sous une forme interactive intuitive, je vais y arriver, offrant aux jeunes une navigation aisée dans le dédale complexe de la transition vers le monde du travail. La formation des conseillers pédagogiques représente un jalon important dans la mission d'Insert Jeunes, celle de faciliter la rencontre entre les jeunes talents et les entreprises à la recherche de profits qualifiés. Elle incarne l'engagement indéfectible de Djibouti à offrir des opportunités d'emploi et de développement professionnel à ces jeunes diplômés, contribuant ainsi à l'épanouissement de la jeunesse et à l'essor de la nation. Notre équipe a recueilli quelques réactions des enseignants. Voici celle de M. Moustapha Ibrahim, professeur en informatique. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la dernière journée de clôture de la présentation et de la formation qui est hébergée au sein de l'ANSSI et qui permet aux établissements d'enrôler leurs diplômés sortants pour permettre une insertion professionnelle dans le milieu et permettre aux sociétés aussi, parce que l'application permet d'enrôler les diplômés et de permettre aussi aux entreprises, aux sociétés privées de pouvoir s'enregistrer dans l'application, ainsi de mettre leur offre d'emploi sur l'application et que les établissements suivent au cours de ce processus, de voir comment les étudiants, leur parcours d'insertion sont effectués au niveau de l'application. Je remercie l'OIF et l'IFF pour cette initiative et pour cette plateforme qui est dorénavant hébergée chez nous à Djibouti. Et cette application sera bien évidemment suivie et essentiellement l'application doit vivre, c'est-à-dire que tout le monde, tous les diplômés doivent s'enregistrer et toutes les entreprises aussi doivent s'enregistrer et nous demandons que cette étape soit bien suivie par l'ensemble des acteurs, différents acteurs. Une étape historique a été franchie au siège de l'Association nationale des communes du Bénin mercredi avec la signature d'un accord de partenariat entre l'ANCB et l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Ce partenariat scellé par la poignée de main entre le président de l'ANCB, Luc Setandji, et le président de l'ANCLD, Omar Hussein Omar, marque le début d'une nouvelle ère de collaboration entre les collectivités locales du Bénin et de Djibouti. L'accord vise à promouvoir le partage d'expériences entre l'ANCB et l'ANCLD, deux entités qui œuvrent pour le renforcement des collectivités locales dans leurs pays respectifs. Les présidents des deux associations se sont engagés à collaborer étroitement pour dynamiser les fêtières des communes du Bénin et de Djibouti en mettant en commun leur expertise et bonnes pratiques. Je tiens à mon tour remercier le président de l'ANCLB et le président de l'ANCLD qui, grâce à leurs relations, ont permis à cette signature. Et je crois que notre collaboration va se poursuivre et ça va se fructifier. Et j'attends beaucoup de l'AIMF pour nous soutenir et nous apporter dans la réalisation de nos projets communs pour les deux régions. Dans l'actualité également, dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation, a eu lieu jeudi un atelier visant à assurer la sécurité alimentaire dans le milieu rural de notre pays. Il s'agit là pour le ministère de l'Agriculture et le FAO, initiateur de nombre de projets de soutenir par ce biais nos concitoyens des régions de l'intérieur touchées par les changements climatiques. Cette année, le Japon a renforcé son engagement envers le bien-être des agropasteurs en collaborant étroitement avec la FAO pour mettre en œuvre un projet ambitieux. En vue de garantir la sécurité alimentaire dans le milieu rural et d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens des régions de l'intérieur, le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec le bureau local de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a mis en place ce projet permettant de renforcer le développement durable du secteur de l'agriculture sous nos cieux. Les travaux d'un atelier de 2 jours permettant au cadre de présenter aux parties prenantes les composantes clés et les plans de mise en œuvre de ce projet, dont le premier intitulé « Atténuer l'impact de la sécheresse pour les communautés pastorales et agropastorales les plus vulnérables à Djibouti, au Kenya
vise à aider les communautés pastorales et agro-pastorales les plus vulnérables à faire face à la sécheresse. Financé par le gouvernement japonais, le dit projet permettra, selon ses instigateurs, de fournir de l'aliment, du bétail et des transferts monétaires à ces populations lourdement impactées par la sécheresse récurrente qui sévit notre pays depuis ces dernières années. Des camions chargés d'aide humanitaire ont commencé à entrer à Gaza ce samedi par le poste frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Ce convoi d'aide comprend 20 camions chargés de médicaments, de fournitures médicales et une quantité limitée de nourriture qui seront distribués par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Le coordinateur humanitaire des Nations Unies a souligné que ce convoi ne devrait pas être le dernier et a appelé à la nécessité de fournir des approvisionnements de base en nourriture, eau, médicaments et carburant à la population de Gaza de manière durable, sûre et sans entrave. L'attention internationale se concentre sur l'acheminement de l'aide à Gaza par le seul point d'entrée non contrôlé par Israël, le passage de Rafah, qui est resté hors service depuis le début du déluge d'Al-Aqsa et l'agression israélienne sur Gaza il y a 2 semaines. Et l'ONU s'inquiète des violences contre les civils en Somalie. L'émissaire du chef de l'ONU pour la Somalie s'est alarmé jeudi des violences contre les civils à leur plus haut niveau depuis 6 ans dans ce pays de la Corne de l'Afrique, frappé par l'insurrection des Chebabs. La représentante spéciale pour ce pays du secrétaire général Antonio Guterres a attribué ces violences aux attaques des Chebabs qui mènent une insurrection sanglante depuis plus de 15 ans. Et bien chassé des principales villes de Somalie en 2011 à 2012, il reste implanté dans de vastes zones rurales dans le centre et le sud du pays, d'où ils conduisent des attentats contre des forces de sécurité et des civils. Et dans l'actualité hors de nos frontières, toujours avec ce sommet au Caire, le patron de l'ONU a réclamé ce samedi un cessez-le-feu humanitaire dans le conflit entre Israël et le mouvement palestinien Hamas à l'ouverture d'un sommet pour la paix au Caire. Il faut agir maintenant pour mettre fin au cauchemar, a déclaré Antonio Guterres. Les Gazaouis ont besoin de beaucoup plus, un acheminement massif d'aide est nécessaire, a ajouté le secrétaire général des Nations Unies, alors que seuls 20 camions sont passés ce matin de l'Égypte vers la bande de Gaza, assiégée et pillonnée donc par Israël. Guterres participe au sommet aux côtés notamment des dirigeants européens. Dans la bande de Gaza, 4137 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées dans les bombardements, rappelons-le, incessants menés en représailles par l'armée israélienne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information ce soir à 22 h. Je vous souhaite de passer un agréable après-midi.